effectivement, j'ai été présenté comme en tant que juriste, donc peut-être la qualité première. Pas seulement, je suis également consultant et consultant spécialisé en maintien dans l'emploi. Donc ça va me permettre de vous présenter le sujet que je vais traiter. Je rappelle, c'est de l'adaptation du poste de travail au reclassement. Alors, quand j'interviens sur l'inaptitude, l'incapacité et le handicap, donc le maintien dans l'emploi. Et j'ai un terrain professionnel qui est d'abord les services santé-travail, puisque je travaille auprès des médecins du travail. Dans ce cas-là, je travaille et j'interviens auprès d'eux sur la question de l'inaptitude et généralement du reclassement, puisque traditionnellement, les médecins du travail s'occupent ou s'occupaient de cela. Voilà, c'est pour ça que j'emploierai l'imparfait. Et ça va être tout l'objet d'ailleurs de ma présentation. Pourquoi? Parce qu'à côté, juridiquement, il faut connaître une chose, c'est que l'inaptitude, loi de 92, qui en fait il y avait une jurisprudence, la loi de 92 instaure dans le Code du travail l'obligation de reclassement pour l'employeur. À côté, vous avez le handicap et la GFIP. Je dirais que c'est plutôt eux qui sont parents de la question et plutôt du concept de maintien dans l'emploi, qui est plutôt un concept ergonomique d'ailleurs à la base, puisque c'était notamment Pierre Blanc à l'époque, c'est-à-dire en 95, qui avait pondu le premier guide. Et derrière, ils avaient développé tous les SAMET. Donc à partir des années 80, 95, enfin voilà, ça s'est développé. Et maintenant, on appelle ça Cap Emploi. Donc la GFIP est porteur du maintien dans l'emploi à travers le handicap. Voilà, on va voir que c'est pas aussi simple que ça aujourd'hui, notamment juridiquement. Enfin, vous avez la sécurité sociale aujourd'hui, qui travaille sur l'incapacité, donc l'incapacité temporaire, qui est en fait l'arrêt maladie, qui peut être plus ou moins long, et l'incapacité permanente, qui est en gros l'invalidité. Et dans ce cas-là, la sécurité sociale aujourd'hui va travailler et développe une action institutionnelle depuis 2008 sur la prévention de la désinsertion professionnelle, donc des assurés. Donc, on a un salarié avec l'inaptitude, on a un travailleur avec le handicap, on a un assuré avec la question de l'incapacité. Tout cela pour un objectif qu'on va appeler prévention de la désinsertion professionnelle ou maintien dans l'emploi. Je dirais maintenant le titre global, et c'est pour ça que le cadre juridique du maintien dans l'emploi aujourd'hui, je dirais il commence à s'étendre. C'est un peu l'objet de ma présentation d'ailleurs. Donc le but, c'est d'être entre la protection des droits. Donc c'est là qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation de l'adaptation du poste de travail au reclassement. C'est-à-dire ce qui intéresse a priori l'employeur, c'est remplir ses obligations. À la limite, le maintien dans l'emploi, c'est pas ça auquel il avait pensé en premier. Donc ça, on est plutôt sur la politique de l'emploi. Maintenir dans l'emploi, c'est éviter que les gens sortent, parce que c'est beaucoup plus dur de les remettre dedans. Après, vous avez protection sociale des assurés. Évidemment, c'est un service aujourd'hui de prévention que d'éviter la désinsertion professionnelle, et ça fait même partie des soins. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais placer mon intervention sur la question de la réforme, et la dernière réforme, c'est-à-dire la loi de 2016. Et la loi de 2016, d'ailleurs, si on le remarque, elle est sur la sécurisation des parcours. Donc encore un autre vocable qui nous dit que tout cela, ça participe à la sécurisation du parcours professionnel des salariés. Pour moi, en tant que juriste, ce qui est très important et qui doit être retenu par rapport à cette loi, c'est qu'elle va modifier de façon profonde la façon dont on va aborder le sujet de l'adaptation du poste de travail et du reclassement ou de la gestion de l'inaptitude. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui 3 temps qui sont désormais distincts et successifs. Vous avez un premier temps qui est aujourd'hui, si le médecin du travail observe des restrictions médicales, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait solliciter et proposer en fait à l'employeur d'adapter le poste de travail. C'est la première étape. C'est ensuite, s'il y a impossibilité d'adapter le poste de travail, qu'il y aura constat de l'inaptitude par le médecin du travail. Deuxième temps, qui est successif au premier. Et enfin, s'il y a s'il y a constat d'inaptitude, dans ce cas-là, on passe dans la phase de reclassement. Et si impossibilité de reclassement, alors le licenciement. Si vous voulez, avec la loi de 2016 et la réforme, vous avez une procédure qui est très balisée. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque je vous rappelle que l'article L4624.1 précédent disait que le médecin du travail, dès qu'il constatait des restrictions médicales, pouvait proposer des mutations de poste. En gros, il n'a pas besoin de passer par l'inaptitude pour proposer un reclassement.
c'est fini. C'est-à-dire que en pratique, c'est pas forcément aujourd'hui complètement terminé. En tout cas, en droit, le législateur sollicite que, première chose, on ne peut pas avoir d'inaptitude sans impossibilité d'adapter le poste de travail. C'est la condition sine qua non, il faut passer par l'adaptation du poste de travail. Et deux, on ne peut pas passer à la phase de reclassement s'il n'y a pas d'inaptitude. C'est les conséquences immédiates de la loi. Alors, maintenant qu'on a ces différents principes et surtout on a visualisé les différentes étapes, je vais rentrer dans le détail des différents articles. Alors, vous avez en premier lieu le 46-24-3 du Code du travail. Oui. Mmh. Oui. Alors, ben oui. Oui, oui, alors ça va arriver. Non, non, mais là, je suis dans la généralité, et la généralité évidemment imparfaite, et je vais essayer de décliner, d'ailleurs, mon propos, il va être là-dessus. Enfin, voilà. Donc là, pour le moment, je vais passer du général en essayant d'aller vers le particulier, pour montrer que les choses sont plus complexes que ça. Alors, si on décline, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, donc 46-24-3 du Code du travail, le médecin du travail peut proposer par écrit, après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste de travail, ainsi que des mesures d'aménagement du temps de travail. Bon, ça c'est classique, hein, c'est pas innovant, mais c'est rappelé par le législateur. En sachant que, évidemment, c'est justifié par des considérations relatives, notamment à l'âge. Alors on insiste sur l'âge, surtout dans le contexte du vieillissement de la population active et l'allongement de la durée de vie active. Et l'état, donc santé physique et bien sûr aujourd'hui mentale du travailleur. Donc ça, c'est le premier temps. Restriction, adaptation du poste de travail. Vraiment, voilà. Deuxième temps, constat de l'inaptitude. Si le médecin du travail constate qu'aucune mesure d'aménagement, c'est très clair, d'adaptation du poste de travail ou de transformation de poste, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire s'il y a impossibilité de faire ce qu'on a demandé avant, ben dans ce cas-là, et que l'état de santé évidemment le justifie, il déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Alors évidemment, le droit n'est pas très subtil. Il dit voilà. Donc là-dessus, on n'est pas dans le conditionnel, on est dans le présent. Donc déclare le travailleur inapte. On pourra en discuter effectivement tout à l'heure. Alors, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. Voilà. Donc là, motivation, conclusion écrite, je dois éclairer l'employeur sur, évidemment, en premier lieu, les restrictions médicales, mais également les capacités restantes, on va y revenir. Deuxième temps, en fait, pour cela, il y a une procédure aussi à suivre qui est de plus en plus très contraignante plutôt contraignante pour le médecin du travail, ou qui est plutôt plus contraignante que précédemment. C'est-à-dire que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude, que s'il a réalisé au moins un examen médical, avec ce qui est ajouté permettant un échange sur les mesures d'aménagement, très important, c'est-à-dire qu'on souligne l'importance de l'échange. 2, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste. 3, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail, et ce qui est nouveau, s'il a indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée. C'est-à-dire que la fiche d'entreprise étant le complément du document UNIT, mais pour le médecin du travail, en fait, je dirais pour être assez simple, sinon simpliste, c'est de montrer effectivement qu'il a une connaissance de l'entreprise et des risques dans cette entreprise. Alors, 4, s'il a procédé à un échange par tout moyen avec l'employeur. Et c'est bien dit en dessous, préciser, les échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des échanges, on est quasiment sur un dialogue. C'est-à-dire que le médecin du travail doit converser avec le salarié, enfin c'est réclamé par le législateur, doit converser avec l'employeur et le salarié. Alors, ces différentes obligations, entre guillemets, étaient attendues précédemment du médecin du travail, sauf que là, aujourd'hui, elles sont rentrées dans le droit, elles sont réclamées de façon claire et précise par le Code du travail, et si c'est pas fait, on va le voir, c'est effectivement le constat de l'inaptitude pourra être contesté.
Troisième temps, c'est la proposition de reclassement. Évidemment, s'il y a impossibilité d'adapter le poste de travail et constat de l'inaptitude qui en découle, alors on passe dans la phase de reclassement. Là, lorsque le salarié est déclaré inapte, donc l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Là, ça reste relativement traditionnel. Cette proposition prend en compte un avis, donc l'avis du comité social et économique lorsqu'il existe, et les conclusions évidemment écrites, on en a parlé, du médecin du travail, qui sont là pour éclairer, je le répète, l'employeur sur les restrictions médicales et les capacités restantes. Alors, ce qui est intéressant et innovant dans cet article, et c'est là où on rentre aussi dans la complexité, c'est-à-dire que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. Alors là, on élargit les compétences du médecin du travail, et c'est un article qui peut être assez interrogatif et qui peut interroger le médecin du travail dans sa pratique. Et moi, c'est comme ça que je l'entends. Après, on peut l'entendre de différentes manières. Mais pour moi, en fait, il s'agit pour le médecin du travail d'avoir une projection, je dirais, presque au-delà des postes de travail, en fait, d'aller plus loin que l'obligation de l'employeur, qui est d'avoir, parce que je rappelle, pour être précis, qu'un employeur n'est pas obligé de reclasser un salarié inapte à un poste ou un emploi qui est au-delà de sa qualification. C'est-à-dire que, par exemple, le médecin du travail, là, connaissant effectivement les conditions de travail et les différents postes d'entreprise, connaissant le salarié, peut effectivement, dans les échanges avec l'employeur et le salarié, viser que ce salarié pourrait peut-être occuper ce poste-là dans l'entreprise, mais il n'a pas forcément les compétences ou surtout la formation pour occuper ce poste. Dans ce cas-là, il peut être proactif et dans le cadre de ces propositions, dire cette formation, il pourrait l'occuper. Pourquoi? Il pourrait occuper, en gros, il dit, il pourra occuper ce poste de travail, mais il pourra faire cette formation, son état de santé le lui permet. Évidemment, la qualification des compétences, pour le moment, c'est pas lui qui juge les compétences du salarié. Si je vous rappelle, c'est bien sûr l'employeur. Donc ça, c'est relativement innovant, et c'est là où je vous dis que là, ça devient complexe, et là, on est presque dans une démarche de maintien dans l'emploi, en fait. Puisqu'on dépasse l'obligation d'adaptation du poste de travail et surtout de reclassement. Alors, troisième temps, j'ai intitulé B, c'est-à-dire, effectivement, quand nous avons une impossibilité d'adaptation du poste de travail et surtout de reclassement, alors, malheureusement, le destin sera le licenciement. L'aboutissement, en fait, de la procédure, c'est le licenciement. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est là où la loi est particulièrement innovante, c'est que vous avez, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, de l'impossibilité de proposer un emploi. Bon, c'était précédemment, c'est ça, s'il n'y a pas à l'impossible, nul n'est tenu, hein, le principe basique. C'est-à-dire, j'ai pas d'emploi à offrir, mon obligation, je ne peux pas la remplir. Voilà, ça, rien de spécifique. Par contre, l'employeur aussi peut se valoir du refus par le salarié de l'emploi proposé. Alors à ça, c'est plutôt une révolution en droit français. C'est-à-dire que enfin, en droit de l'inaptitude plutôt. En tout cas, ça veut dire une chose, c'est que le salarié, s'il refuse l'emploi qu'on lui a proposé, évidemment en accord avec les propositions du médecin du travail, eh ben, il risque, et normalement, il devrait être licencié. Ça, c'est un point qui peut être développé. Soit la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, au choix. L'une de ces deux mentions, sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la conclusion, c'est lever l'obligation de reclassement qui est à la charge de l'employeur. Donc là, c'était très discuté et c'est relativement, on peut le concevoir relativement inconfortable pour les médecins du travail, dans le sens où certains ont dit que c'était un permis licencié. Voilà. Après, on peut le lire aussi différemment, c'est de dire que aujourd'hui, en fait, il n'est pas la peine, parce que précédemment, ce qui était très intéressant, c'est que, en fait, on pouvait dire qu'il y avait une forme d'épuisement à la recherche de reclassement dans certains cas. C'est-à-dire que l'employeur, devant absolument proposer et épuiser toutes les capacités de reclassement, en fait, à certains moments, c'était sur des situations désespérées ou impossibles à résoudre, on était plutôt dans des batailles juridiques et des batailles de courrier pour justifier le fait que l'employeur ait rempli son obligation de reclassement que sur une véritable recherche de reclassement. Là, peut-être que le législateur cherche en fait
à économiser les forces des différents acteurs et à se concentrer sur ce qui est jouable. Alors oui, oui. Alors c'est justement la mention express. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Peut-être que je y répondrai tout à l'heure. On pourra revenir plus tard sur les questions, d'autant plus qu'on vous fera passer un micro pour que l'audience parce que ça c'est une question technique en fait. Enfin, et qui a posé des problèmes, même j'irais même jusqu'à l'ANP, enfin, voilà, jusqu'à l'UNEDIC, enfin, jusqu'à Pôle Emploi, excusez-moi. Voilà. Comme quoi je suis dans les différentes. Voilà. Je fais la préhistoire. Voilà. Alors, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, et j'ai souligné un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas d'épuisement, un. Alors, c'est quoi un? C'est l'emploi parfait. Donc, c'est quoi? Donc ça, c'est l'enjeu, il est là. Et après, donc en prenant en compte évidemment toujours l'avis et les indications du médecin du travail. Donc la correspondance entre l'avis et les indications du médecin du travail et un emploi, à mon avis, c'est l'enjeu. Donc là, la complexité de la loi, elle est là. Si je vous ai mis un nota bene, c'est tout simplement parce que je ne vais pas développer la différence entre les licenciements des salariés inaptes suite à une inaptitude pour cause professionnelle ou pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas grand intérêt, puisque les deux régimes se sont rejoints. Juste pour indication, notamment pour les employeurs, il demeure le doublement des indemnités, sauf refus, évidemment, de l'emploi proposé. Et aussi l'indemnité de préavis qui est toujours valable. Alors, je vais rentrer de plus en plus dans le détail et dans l'analyse. Alors, ce qui est intéressant, c'est, moi ce qui m'intéresse, c'est que je vous dis, je suis à la fois juriste, mais je suis consultant, donc ce qui m'intéresse, c'est le jeu des acteurs. Donc le jeu des acteurs, pour moi, ce qui est très important, notamment dans cette loi, c'est le placement et le positionnement du médecin du travail. Pour moi, alors là, s'il y a un acteur pivot qui est montré et qui est exposé par la loi, c'est bien le médecin du travail. Pourquoi? Alors, pas le plus agréable pour lui. Et première chose, c'est qu'il a des obligations, je dirais, supplémentaires, et on sollicite de sa part d'agir peut-être moins librement, donc d'avoir des obligations. L'obligation, tout d'abord, de procéder à l'étude de poste, je le rappelle, l'étude des conditions de travail. Alors, actualiser la fiche d'entreprise. Non, mais d'indiquer, en fait, qu'il a vu la fiche d'entreprise et la date d'actualisation. 2, en fait, et ça, c'était pas forcément une habitude de certains, on exige de sa part des échanges, et des échanges structurés et ouverts. Et à chaque étape, donc à chaque étape, ce qu'on a vu, adaptation du poste de travail, constat d'inaptitude, reclassement, échange permanent, enfin permanent, successif mais régulier et structuré. Et que je vous rappelle, j'en parle pas trop ici, mais tout ceci, normalement, devrait être reporté, notamment dans le dossier médical. Enfin, il y a des exigences de reporting qui sont plus importantes aujourd'hui aussi, et le dossier médical aujourd'hui est un élément assez important aussi, et qui est amené à évoluer. Enfin, l'exigence de préconisation écrite de la part du médecin du travail propre à éclairer l'employeur. Comme je vous l'ai dit, l'employeur, on sollicite de sa part, 1, s'il y a des restrictions médicales, 2, il doit aussi signaler les capacités restantes pour que l'employeur puisse derrière savoir et puis puisse reclasser la personne à l'emploi qu'il s'agit d'observer. Alors, dans les exigences de préconisation écrite, il y a aussi la question des modèles et de cocher les cases. Et donc de renseigner toutes les cases dans chaque modèle, notamment d'avis d'adaptation du poste de travail et surtout d'avis qui constate l'inaptitude du salarié. Donc si la case étude de poste n'est pas cochée, là, a priori, l'avis n'est pas valable. Mais aujourd'hui, ces cases sont présentes, ce qui n'était pas le cas avant. Plus intéressant à mon avis, c'est l'enrichissement de ses compétences, notamment avec la possibilité pour le médecin du travail de mentionner l'impossibilité du reclassement. Donc ça, il a un rôle déterminant. C'est lui qui limite les règles. Quand il y a hors-jeu, à la fin de la partie, il peut la siffler. Donc il a un pouvoir certain.
Après, il y a une indication d'un poste ou d'une formation en vue du maintien. On l'a vu, je ne vais pas m'étendre. Donc là-dessus, une nouvelle compétence. Enfin, proposition, et là je vais insister sur cette partie-là, proposition de recourir à l'équipe pluridisciplinaire du service santé-travail. Donc recourir aux ergonomes pour rechercher une adaptation du poste de travail. C'est-à-dire peut-être aller plus loin dans l'étude de poste. L'étude de poste n'égale pas l'étude ergonomique, attention. Et notamment aussi de pouvoir, et vous l'avez à Horizon Santé Travail, vous avez une cellule maintien dans l'emploi. Si le médecin propose d'aller voir la cellule maintien dans l'emploi, il va falloir aller la voir et profiter des compétences qui s'y trouvent et des compétences pluridisciplinaires qui vont permettre de rechercher et d'approfondir la recherche d'adaptation du post-travail et surtout du reclassement. À côté de cela aussi, le médecin du travail peut proposer à l'employeur, alors c'est pas une proposition, c'est une injonction, d'aller voir en fait les acteurs du maintien dans l'emploi que sont aujourd'hui Cap Emploi, notamment parce que le salarié est reconnu travailleur handicapé, et dans ce cas-là, il peut profiter des aides de l'État et surtout aujourd'hui de la GFIP, et notamment de l'opérateur dédié maintien dans l'emploi Cap Emploi qui pourra déployer l'ingénierie propice au maintien dans l'emploi. Donc ça, c'est les professionnels qui sont dédiés pour les salariés handicapés, en sachant, et je vous le rappelle, qu'un salarié handicapé n'est pas un salarié en restriction d'aptitude, n'est pas inapte, mais il peut le devenir. Donc là, on est sur l'adaptation du poste de travail ou le reclassement du salarié handicapé. L'employeur aussi a une obligation qui est très clairement définie par le droit, qui est qu'il doit étudier avec précision les préconisations du médecin du travail et surtout les appliquer. Et s'il ne les applique pas, il doit dire pourquoi. Le droit emploie le terme refus, donc il refuse d'appliquer les préconisations du médecin du travail. Et ce refus, il doit l'écrire donc, et l'adresser au médecin du travail, et ce qui est nouveau, au salarié. Donc le salarié est destinataire et renseigné sur le refus et les motivations du refus. Précédemment, ce n'était pas forcément le cas. Donc aujourd'hui, c'est obligé. Et j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas toujours fait. Alors, en aparté, juste l'importance des préconisations du médecin du travail, c'est que l'employeur qui ne suit pas les préconisations du médecin du travail et qui ne se justifie pas par rapport à cela et qui continue à employer la personne peut risquer de voir son obligation de sécurité engagée, donc sa responsabilité engagée, et deux, en fait, être condamné aussi pour harcèlement. Pourquoi? Parce que quand on n'observe pas les préconisations du médecin du travail et qu'on emploie quelqu'un alors qu'il a la santé dégradée, en fait, ce que vous faites, vous dégradez ses conditions de travail. C'est la définition du harcèlement moral et la jurisprudence est sur ce chapitre. Alors, et ça, c'est mon avis, ce qui est plus important pour l'employeur, c'est qu'il a possibilité pour l'employeur de ne faire qu'une seule proposition d'emploi pour satisfaire son obligation de reclassement. Je répète, l'enjeu pour moi est là, notamment par rapport aux échanges. Alors, on a vu le médecin du travail, on voit l'employeur, je dirais que c'était les deux habitués de la procédure par rapport à l'inaptitude. Le nouvel invité qui était toujours là, mais qu'on ne voyait pas dans les textes, c'est le salarié. Donc le salarié, il est intégré aujourd'hui dans les échanges systématiques. C'est un acteur déterminé par le droit et on doit le solliciter, on doit échanger avec lui. En conséquence, c'est qu'en droit, on dira il devient responsable d'une certaine manière. Et là, un seul refus du salarié d'un poste compatible au reclassement justifie le licenciement. Et là, c'est là que c'est très important, c'est que finalement le salarié qui a participé au process, en fait, aussi a son mot à dire et son refus a des conséquences. Alors que précédemment, quand il refusait, ça n'avait pas de conséquences immédiates puisque l'employeur devait continuer à rechercher jusqu'à épuisement, je répète, toutes les solutions. Et c'est justement quand il y avait impossibilité de reclassement du fait qu'il n'y ait aucun emploi disponible que l'employeur pouvait licencier la personne puisqu'une obligation de reclassement était levée. Ce qui était la source de contentieux la plus générale. Voilà. Là, on voit que le législateur est très clair, on est sur un autre modèle. Alors, pour moi, les enseignements de la réforme, 1, c'est la limitation du champ de l'obligation de reclassement. C'est très clair. Vous avez la mention express, médecin du travail, vous avez une seule proposition, l'employeur, un seul refus, le salarié. Donc là, c'est pour ça que j'insiste, limitation du champ de l'obligation de reclassement.
Procéduralisation des règles. Un petit peu mot barbare, qui pourrait dire aussi procéduralisation du droit. En fait, c'est le mouvement que suit aujourd'hui, je dirais, le droit français. Et le but, en fait, de cette, non pas de cette mode, mais de ce mouvement de fond, c'est en fait de baliser les étapes. C'est comme vous l'avez vu, il y a des étapes successives et il faut les suivre. En fait, c'est presque un guide pour les acteurs. C'est-à-dire, on n'est pas sur les obligations pures, on est sur vous devez faire ci, vous devez faire ça, et ça suit. C'est-à-dire qu'attention, chaque étape doit être observée, et si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Ça, c'est très nouveau, alors que je vous rappelle, hein, le L46-24-1, précédemment que j'ai cité, le médecin du travail pouvait l'utiliser de plein de manières différentes. C'était un article qui permettait aux médecins du travail d'avoir une méthodologie très ouverte, ce qui n'est plus le cas. Formalisation des actes, on cherche en fait des preuves, notamment à travers les écrits du médecin du travail, qui doivent être intégrés au DMST, donc le dossier médical en santé-travail, et les modèles de fiches qui sont effectivement échangés entre les différents partenaires et qui manifestent que toutes les actions qui ont été nécessaires, notamment ce que j'ai cité dans la procéduralisation, ont été accomplies. Alors, moi dernière interprétation, on est plutôt sur un process aussi de responsabilisation des acteurs. En fait, les échanges, les justifications, les choix disent, attention, les acteurs, aujourd'hui, c'est l'avenir du salarié, il est entre vos mains, avec comme aide le médecin du travail, comme responsable l'employeur. Pour moi, la volonté du législateur, pour conclure, c'est sortir, même si ça peut paraître choquant, surtout dans notre pays et notre droit, c'est sortir d'une logique de pure protection de l'emploi. C'est-à-dire que le licenciement n'est plus forcément un gros mot, même s'il demeure un échec. Limitation du champ du reclassement et responsabilisation. Donc la logique de pure protection de l'emploi ne vaut que si, je rappelle, toutes les étapes ont été accomplies, et donc, en fait, on a garanti le fait que la personne, on a tout fait pour reclasser la personne. Alors, après, développer une approche plus pragmatique et négocier du maintien dans l'emploi. Évidemment, si on sort de cette logique de pure protection de l'emploi, en fait, c'est pour chercher à trouver la solution. C'est-à-dire, un emploi devrait être la solution. Donc, de mon point de vue, le législateur essaye de mettre les acteurs en situation pour trouver la solution de reclassement ou d'adaptation de poste de travail et de reclassement adéquate. Je dis, c'est un idéal, c'est la volonté du législateur, c'est pas forcément la pratique. Enfin, c'est ce qui essaie d'être influé dans la pratique en tout cas. Enfin, c'est promouvoir, et ça c'est très important, parce que ça c'est l'aboutissement en fait du process dans lequel on est juridiquement actuellement, c'est promouvoir une logique d'égalité de traitement et de non-discrimination. En gros, par la procédure, en fait ce qu'on sollicite de la part, le droit sollicite de la part des acteurs, c'est tout simplement que chaque personne ait eu le même traitement. C'est-à-dire que si on a suivi la procédure, peu importe l'entreprise, peu importe le salarié, peu importe le médecin du travail, normalement, chacun a eu les mêmes droits, on est passé par les mêmes étapes, et normalement, il n'y a pas donc de différenciation dans le traitement, et donc pas de discrimination. Notamment, le licenciement va être la solution, mais normalement, elle est étayée comme un échec, mais objectivée. Et c'est ça qui est important, puisque si elle est objectivée, la personne va pouvoir dire « j'ai été discriminé parce que ceci, cela n'a pas été fait. Et donc, il n'y a pas eu de respect de mes droits. » Alors, la conclusion définitive ou la synthèse, ou l'ouverture, c'est que ce serait trop beau et trop simple. Là, vous avez remarqué qu'on était dans le droit de l'inaptitude, de l'aptitude-inaptitude, et que là, je vous sors un article, L5213-6 du Code du travail, qui n'appartient pas au même chapitre, à la même section, mais plutôt à la section de travailleurs handicapés, qui traite de l'emploi des travailleurs handicapés. Et qu'est-ce que dit cet article? Il dit, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, donc là on est sur les travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés, et là je vous rappelle que les personnes invalides et les accidents du travail sont intégrés dans cette catégorie, donc doivent bénéficier des mesures appropriées pour conserver un emploi correspondant à leur qualification. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, je passerai
le fait que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées compte tenu de l'aide prévue. Pourquoi? Parce que là, j'en aurai pour 20, 25 minutes, une demi-heure, et là, c'est un vrai sujet et qu'on est au début. Par contre, j'attire l'attention sur le fait que si l'employeur ne prend pas les mesures appropriées pour maintenir le salarié handicapé, qui a des problématiques de restriction médicale et pour lesquelles il faut adapter son poste de travail ou un reclassement, alors ce refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination. Et là, on rentre sur une autre partie. On rentre sur une partie notamment sur laquelle la Cour de cassation vient de statuer. Donc, le 2 juin 2020, elle a dit très clairement qu'un employeur qui n'avait pas consulté le SAMET, bien qu'il y ait été invité à 2 reprises par le salarié, mais ça peut être très bien par le médecin du travail, on l'a vu tout à l'heure, et ben en fait, on peut considérer qu'il a refusé de prendre les mesures appropriées, que ce n'est pas justifié, donc que le licenciement est constitutif d'une discrimination, et la conséquence c'est que le licenciement est nul. Alors, en droit, ça veut dire que si on était sur l'obligation de reclassement du salarié inapte, l'employeur qui ne répond pas à son obligation, c'est un licenciement sans cause. Par contre, si c'est un refus de prendre les mesures appropriées concernant le salarié handicapé, c'est un licenciement qui est nul. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez les barèmes Macron, et notamment, ce qu'on vulgairement on appelle les barèmes Macron, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, avec le licenciement sans cause, vous rentrez dans les barèmes, avec le licenciement nul et la discrimination, ça fait sauter le barème. Et au-delà de la responsabilité pénale, ce qui est très important à comprendre, c'est aussi qu'il y a des dommages et intérêts. Et là, les dommages et intérêts sont beaucoup plus conséquents. Il y a aussi la conséquence du licenciement nul qui est annulé. Donc, il y a un retour possible aussi du salarié dans l'entreprise. Donc, l'enjeu est majeur pour l'employeur. Donc, j'insiste sur le fait que si vous avez un salarié handicapé, que si ce salarié handicapé rencontre des problématiques de restriction médicale, il s'agirait de s'interroger sur les mesures appropriées à prendre afin d'adapter son poste de travail ou le reclasser. Alors, ceci serait encore trop simple si on avait le dernier, je dirais, la dernière pierre à l'édifice qui manque, mais qui s'annonce. C'est-à-dire que l'IGAS donc, vient de pondre un rapport cet été, en juillet, et dans ce rapport, il est explicitement dit au rayon, à la section aménagement raisonnable, que l'aménagement raisonnable, alors l'aménagement raisonnable, c'est simplement les mesures appropriées qu'il faut prendre au regard des moyens qu'on a. Voilà, c'est le mot barbare qu'on a trouvé, qui est assez poétique dans un sens, aménagement raisonnable. Donc l'aménagement raisonnable est une obligation légale, mal connue, mal comprise, peu exploitée et peu respectée. Ça veut dire qu'on va tout faire pour qu'elle soit plus respectée. Enfin, il faudrait tout faire. C'est un conseil. Après, encore plus intéressant, obligation d'adaptation du poste de travail et aménagement raisonnable. Donc, ce dont je vous ai parlé. En même temps, je vous dis qu'ils sont ils sont pas très loin. En fait, pour les rapporteurs, c'est 2 logiques qui poursuivent des objectifs comparables, mais potentiellement concurrentes. Ça veut dire qu'aussi l'appel, il est aussi à harmoniser peut-être le système. Et là, cerise sur le gâteau, en fait, vous avez directement le défenseur des droits qui directement dit que la France n'est pas dans les clous au niveau européen par rapport à la législation sur les travailleurs handicapés et la définition du handicap, et dit en gros, et dit clairement même, que la France risquerait d'être condamnée au niveau de la Cour européenne de justice si un salarié en restriction médicale disait « mais pourquoi moi, j'ai pas eu le droit aux mesures appropriées même si je suis pas handicapé ?» Et donc, si vous avez le défenseur des droits qui dit que la France n'est pas dans les clous, effectivement, ça risque d'être, comment dire, un peu compromis pour défendre le morceau devant la Cour européenne de justice. Et la conséquence immédiate, et là, je fais le tour et je conclus, c'est-à-dire qu'il va falloir se préparer, à mon avis, à appliquer dans les prochaines années la législation sur le handicap et la pratique de l'aménagement raisonnable pour gérer les restrictions médicales des salariés tout au long de leur parcours professionnel. Ça veut dire tout simplement que pour adapter le poste de travail et reclasser le salarié, il va falloir notamment faire appel à la législation sur le handicap et l'aménagement raisonnable. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ça veut dire voilà. Vous avez des questions ?
Oui, juste pour répondre à l'intervenant de tout à l'heure à propos du maintien je vais y arriver, lorsqu'on prononce une inaptitude, la formule qui concerne qu'il n'y a pas de possibilité de maintien dans l'emploi dans l'entreprise pour raison médicale. On va revenir au texte, exactement à la formulation. Voilà. Mention expresse. Voilà, j'ai perdu un petit peu le fil. Voilà. Voilà. L'état de santé du travailleur, non, c'est pas celle-là. C'est la mention expresse que le salarié ne peut conserver son poste qu'en raison de que ça pourrait nuire à voilà. La mention expresse de l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Alors, je crois qu'il y avait un intervenant tout à l'heure qui a posé une question. Moi, je remercie le législateur d'avoir prévu pour le médecin du travail, je dirais, cette porte de sortie qui, à la fois, renvoie à l'éthique du médecin et à son code de déontologie. Alors, simplement pour expliquer l'une des raisons de cette mention, on pourrait se dire qu'elle fait double emploi dès l'instant où il n'y a pas de possibilité de maintenir le salarié dans son emploi, mais il ne faut pas oublier que 40% des incapacités actuellement sont d'origine psychiatrique ou psychologique, qu'elle relève de problèmes mentaux. Et par exemple, moi j'ai connu le cas d'un salarié qui avait vu devant lui son collègue et binôme de travail tomber du 8e étage d'un échafaudage et s'écraser au sol, bon, choqué, dépression, et qui, lorsqu'il s'est présenté en visite de reprise, a dit: moi, je peux plus travailler dans cette entreprise, c'est pas possible, je me sens pas en état. Chaque fois que je passe devant l'entreprise, je fais un détour parce que ça me rappelle trop ce camarade qui s'est écrasé au sol. Effectivement, là, nous en sommes dans l'utilisation de cette mention expresse que le maintien du salarié n'est pas possible. Il en va de même, heureusement, ça n'est pas le cas général, mais il en va de même dans le cas où il y a harcèlement dans l'entreprise. Le salarié est en arrêt de travail, son employeur dit: mais il n'y a pas de problème, il peut revenir quand il veut, mais le salarié dit: moi, si je retourne dans cette entreprise, je me mets sous le train. Donc, je crois que effectivement, pour nous, médecins du travail, cette mention est vraiment quelque chose qui nous permet, en notre âme et conscience, et ça, je pense que c'est juridique, c'est très important qu'en notre âme et conscience, nous puissions prononcer une inaptitude au poste. Alors, ça, c'était effectivement, je dirais, la rationalité médicale qui s'est exprimée. Point de vue juridique, moi, je suis pas médecin, évidemment. Votre question était aussi sur c'est quoi un emploi. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Alors, je vais vous répondre parce que c'est compliqué, parce que on a eu des retours. Alors, tout à l'heure, évidemment, j'ai fait la préhistoire de la prise en charge du chômage à Pôle emploi. Il y avait certaines personnes qui disaient: bah non, vous êtes inapte à tout emploi, donc c'est même pas la peine de vous inscrire. C'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on aurait vu. Enfin, j'ai eu des retours comme ceci. Donc, on m'a sollicité à ce niveau-là, et notamment aussi, on a eu régulièrement des courriers d'employeurs sur le fait, mais je propose toujours des postes. Donc, le salarié, le médecin du travail ne comprenait plus, c'est-à-dire qu'il disait, il faisait la mention express, et après, l'employeur continuait à écrire. Alors, moi, je disais, c'est normal, c'est des habitudes, mais pas seulement, mais l'Inde aussi, c'est normal. Mais il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'emploi, c'est quoi? En fait, pour moi, c'est un emploi que connaît le médecin du travail dans l'entreprise. C'est-à-dire que sur un groupe, ça peut pas être, l'emploi, il peut pas être par exemple, si on prend un groupe, ça va être dans ceux qui sont suivis, de mon point de vue, par le médecin du travail. Pourquoi? Tout simplement, alors juridiquement, parce que l'inaptitude, elle se fonde sur quoi? L'étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise. Le médecin du travail, rationnellement, ne peut pas se prononcer sur une attitude globale, sur des conditions de travail qu'il ne connaît pas. Un peu, là-dessus, c'est mon raisonnement. À partir de là, de mon point de vue et juridiquement, il faut dire que le médecin du travail dit, sur ma sphère de compétences, c'est-à-dire sur les personnes que je suis dans le cadre de votre entreprise, je ne vois pas de poste de travail, donc impossibilité de reclassement. La mention express, bon, moi, elle s'applique à ce niveau-là. Ça veut dire que dans un grand groupe où il y a multitude de médecins du travail, la question se pose effectivement que l'employeur a toujours une obligation de reclassement sur les postes de travail qui dépassent ce qui est suivi par le médecin du travail qui a prononcé une inaptitude. Ça, c'est mon positionnement. Bon, je vais vous expliquer rationnellement pourquoi je le tenais comme ça. Et voilà. Après, oui. Un poste en Pologne, dans leur usine qui était en Pologne,
au salaire quand même équivalent, parce que sinon, c'était pas légal. Après, le législateur a réagi et dit que c'est pas... Voilà. Non, ça c'est... Voilà. C'est pas très bonne foi. Voilà. Oui. Non, oui. J'avais une petite remarque. Donc, j'ai bien compris dans votre présentation qu'il y avait des aides financières lorsque le travailleur était handicapé. Ouais. Ceci dit, pour que le travailleur soit handicapé, ça peut être un processus un peu long qui peut reconnu travailleur handicapé, ça peut être un processus un petit peu long. Et les principes généraux de prévention, ils disent bien d'adapter le travail à l'homme, et ils précisent pas l'homme valide ou l'homme invalide. Oui. Donc rien n'empêche qu'il y ait des aides financières pour éviter une désinsertion professionnelle d'un salarié avant qu'il soit travailleur handicapé. Je vais vous prendre un exemple très précis. Une personne qui repassait dans un pressing perclos, donc risque, on avait demandé qu'il y ait une forte ventilation. Il s'avère qu'il y a des arbres juste devant et la personne était allergique au pollen. Elle a failli se faire licencier. Je ne sais pas si c'était un des critères qui aurait pu permettre de la reconnaître en travailleur handicapé. Ceci dit, on était prêt à transformer les filtres, à mettre des filtres pollen à la place de filtres classiques, et la CRAMIF aurait participé à hauteur de 70% de l'achat du filtre. Et bien là, je pense que vous touchez, à mon avis, la complexité de ma présentation. Oui. Et le but, c'est-à-dire de montrer qu'aujourd'hui, vous avez des systèmes qui sont, comment dire, qui sont connexes, annexes, qui ne sont pas encore complètement en symbiose, harmonisés. Et je pense, de toute façon, qu'on peut aller chercher des financements à la sécurité sociale, à l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail, pour l'AGFIP, à l'AGFIP. Alors, ma conclusion a été très simple. C'est que là, si on se dirige vers ma conclusion, c'est que toute personne qui a des restrictions médicales à son poste de travail est un salarié handicapé. Je conclus juste, même l'AGFIP, sans attendre la décision de la Cour de justice, est déjà là-dedans, puisqu'en fait, à l'époque, pour le SAMET et pour Cap Emploi, ils n'attendent pas forcément que la personne soit reconnue travailleur handicapé, mais qu'elle ait commencé ses démarches. Donc ça veut bien dire que dès le moment où en fait on commence à faire les démarches au niveau de la MDPH ou quelque chose qui s'approche, eh ben on peut pas être pris en considération et les aides peuvent vous être appliquées. Donc ça rejoint tout à fait, à mon avis, on est dans cette perspective-là à échéance assez proche. Alors je ne sais pas, on doit s'arrêter, c'est ça? Oui, il y a une question sur le live. Alors, une de nos salariées vient d'être déclarée inapte en mentionnant que le maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable et que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. Donc, c'est un employeur qui pose la question: puis-je engager une procédure de licenciement pour inaptitude, sachant que cette salariée a été déclarée inapte pendant son arrêt maladie? Alors, c'est une question qui est assez étonnante, parce qu'en fait, ça ne devrait pas avoir lieu, puisque en fait, inaptitude ne peut être constaté dans le cadre de la suspension du contrat de travail. Pour être plus clair et moins abstrait, c'est-à-dire que la personne est en arrêt de travail, à ce moment-là, elle ne peut pas être inapte. On doit attendre l'examen de reprise, qui est le seul examen qui permet de mettre fin à la suspension du contrat de travail et au médecin du travail de statuer sur son aptitude ou son inaptitude, pour faire court. Donc, cette question m'étonne, m'étonne beaucoup. Parce que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. En tout cas, l'inaptitude, non. Pendant un travail, justement, ça me permet juste d'en rebondir, être positif par rapport à ça. C'est par contre d'utiliser la période d'arrêt de travail, notamment la prévention de la désinsertion professionnelle. Aujourd'hui, qu'il soit prévenu du potentiel inaptitude de la personne, mais dans ce cas-là, il n'y aurait pas la mention express qui est déjà là. Bon, c'est-à-dire que tout le travail pourrait être fait sur l'examen de pré-reprise et se laisser encadrer. Et voilà, donc voilà. Et pour vous répondre, non, c'est pas possible. Donc là, il doit attendre l'examen de reprise ou solliciter quelques explications du médecin du travail, ou s'il a raté quelque chose, voilà, notamment l'examen de reprise. Peut-être qu'effectivement, cet employeur peut revenir vers son médecin du travail pour avoir un peu plus de détails sur les explications. Alors la seule chose que j'aurais imaginé par rapport à cette question, c'est de dire est-ce que je peux licencier un salarié en arrêt maladie qui a été constaté inapte? Je dis oui, parce que là, à mon avis, c'est peut-être ça la question. C'est un salarié qui a un examen de reprise et qui est constaté inapte. C'est pas parce qu'il a un arrêt de travail derrière
qui a reçu suspension du contrat de travail, donc la procédure en fait de reclassement et de licenciement s'applique. Voilà. C'est la précision que j'aurais, qui me semble plus conforme au droit. Voilà. Merci beaucoup Tanguy.